Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue chargée de cours à l'université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, nous rencontrons Blaise Pierre-Humbert, qui est psychologue, qui a été longtemps chercheur et qui est quelqu'un de connu et reconnu dans le monde de l'attachement. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'attachement. Monsieur Pierre-Humbert, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter un peu plus que ce que je l'ai fait. Oui, écoutez, je suis retraité, donc j'étais psychologue. J'ai fait un peu de clinique et ensuite beaucoup de recherche. En fait, la plus grande partie de ma carrière a été carrière de chercheur au CHU de Lausanne, CHUV. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé sur cette question d'attachement avec différentes déclinaisons, disons. Je travaillais dans le domaine de la pédopsychiatrie et on a exploré des problématiques telles que attachement et addiction, attachement et abus, attachement et grande prématurité, etc. Enfin bon, voilà, beaucoup de domaines dont on supposait qu'il y avait un lien possible avec l'attachement. Et voilà, c'est un peu ma carrière. Et j'ai fait pas mal de chemin puisque j'ai été en fait formé par Jean Piaget. J'étais élève de Piaget. Et puis, évidemment, Jean Piaget, on est là dans le domaine du cognitif plutôt. Et puis, il y a eu un peu une migration, disons, dans la direction de prendre en considération les aspects plutôt socio-émotionnels, affectifs, etc., dans le courant de ma carrière. Voilà un petit peu pour ma présentation. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement d'une recherche que vous avez menée avec Raphaël Torisi. Alors, avant d'aborder cette passionnante recherche, hein, si je vous ai demandé de cette interview, c'est parce que j'ai vraiment été hyper intéressée par cette recherche, au-delà de tous vos bouquins et vos écrits. Alors, c'est vrai que ces mots stress et ces mots attachement sont maintenant entrés dans le langage courant, le stress bien sûr dans le grand public et le terme attachement commence d'ailleurs aussi dans le grand public et certainement évidemment, dans le monde des psys. Mais en fait, je pense que, on se fourvoie, en tout cas, pour l'attachement, dans la définition de ce concept et donc j'aimerais que vous rappeliez qu'est-ce que c'est le stress et puis aussi qu'est-ce que c'est l'attachement? Ben, oui, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces deux termes, stress et attachement, ça forme, on pourrait dire, une sorte de dyade, de couple, disons, qui est un peu indissociable. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était un peu l'idée du fondateur de la théorie de l'attachement, John Bowlby, donc, que l'attachement, on le voit, on peut le percevoir, voir son fonctionnement lorsque l'individu est soumis à une tension, un danger, une peur, etc. Et pourquoi? Eh bien parce que, alors, Bowlby utilisait une sorte de métaphore, là, et il disait, ben, vous savez, le lièvre, lorsqu'il est apeuré, il va se réfugier dans son terrier. Nous, les humains, nous avons un passé plutôt nomade. Enfin bon, voilà, on peut imaginer dans notre histoire très ancienne. Et notre, entre guillemets, terrier, ce serait plutôt les autres. Et lorsqu'on est dans une situation de peur, de tension, etc., eh bien, on va chercher le réconfort non pas dans un terrier physique, mais auprès des autres. Enfin, voilà un petit peu l'idée. Donc, si vous voulez, cette idée, elle est que, effectivement, l'attachement, eh bien, on en a la preuve, on en a la possibilité de l'observer, si vous voulez, quand on est chez les humains, en tout cas, et puis bon, chez un certain nombre d'animaux, bien entendu. Euh, eh bien, on le voit, on le met en évidence dans ces situations, disons, on pourrait dire grossièrement, d'adversité. Alors, maintenant, le terme stress, évidemment, ça, c'est autre chose. Le stress, c'est un terme qui est apparu tardivement dans la langue, on pourrait dire. C'est un terme qui provient
les métaux, on fait la métallurgie, et qui, comme du reste, la résilience, c'est intéressant, ces deux termes qui sont importants aujourd'hui, stress, résilience. Enfin, le stress provient comme la résilience du domaine de la métallurgie, des métaux, de la construction, etc., qui indique une propriété, disons, des matériaux à supporter, disons, une déformation ou quelque chose dans le genre, je ne sais pas la définition exacte, mais peu importe. Et finalement, le terme a été beaucoup popularisé assez récemment, finalement, chez l'humain, mais c'est un terme qui est un peu ennuyeux parce qu'il est polysémique, en fait, c'est-à-dire qu'il signifie beaucoup de choses en même temps. Et on l'utilise beaucoup on peut parler de stress pour parler de ce qui peut causer une tension ou quelque chose, un sentiment d'adversité. On l'utilise aussi pour parler de la réaction de nous-mêmes, de l'organisme, etc., face à cette adversité. Donc, c'est un petit peu délicat. Enfin, bon, en général, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est passé dans le domaine du grand public. Et puis qu'en général, quand on dit stress, on a tous une idée approximative, en tout cas, de quoi ça veut dire. Pour l'attachement, c'est pas si évident, hein, parce que, en fait, dans le langage, je dirais, naturel, si on veut, le terme attachement, il se réfère beaucoup à amitié, tendresse, proximité, intimité, je ne sais pas, enfin des choses dans le genre. Et on voit très rarement apparaître un terme, alors qu'il y a un terme fondateur pour cette théorie de l'attachement, si on veut, c'est le terme de sécurité. Et c'est là un des grands apports justement de Bowlby, c'est de dire, eh bien, euh, l'attachement, c'est-à-dire cette fameuse recherche de proximité de l'autre en cas d'adversité, donc en cas de stress, hein, si on veut, eh bien, ça remplit une fonction qu'on retrouve aussi chez les animaux, c'est-à-dire une fonction de se sécuriser, de trouver une sécurité, une protection, etc. Et donc, on voit ici bien ce lien entre stress et attachement, attachement donc qui a cette composante pour les psys, donc pour la théorie de l'attachement, cette composante, cet aspect de sécurité qui n'est, je me répète, pas forcément présent dans le langage naturel ou dans l'idée générale que les gens peuvent avoir de ce que c'est que l'attachement. Voilà un petit peu dans les grandes lignes, ces C'est ce que je définitions. voulais, vous faire dire, hein. C'est parce que je pense qu'il y a souvent une confusion entre amour, au sens large du terme, et attachement, alors que l'attachement est beaucoup plus lié à la régulation émotionnelle et neurologique, on dirait, du système nerveux autonome qu'effectivement, de l'amour et des sentiments, Voilà. éprouvés. Alors, on va parler de 2 hormones, dont là aussi, beaucoup de gens ont entendu parler, le cortisone et l'ocytocine. Alors, souvent dans la tête, des personnes et même des psys, lambda, je dirais même des psychotraumatologues lambda, le cortisol est plutôt lié au stress. On dit souvent d'ailleurs que c'est une hormone de stress et l'ocytocine, on l'appelle souvent l'hormone du bonheur ou l'hormone de l'attachement puisque c'est l'hormone qu'on produit quand on est, avec une personne aimée, dans ses bras ou quand on allaite. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le stress et le cortisol, eh bien, heu, ce n'est pas, une hormone si négative que peut, se le représenter, le grand public. Et l'ocytocine finalement, eh bien, on ne la produit pas que dans les situations de sécure. Est-ce que vous pouvez nous, parler de ces 2 hormones et définir un peu plus, un peu mieux, leur fonction, leur rôle? Oui, alors, vous avez raison, dans l'endocrinologie, c'est compliqué, hein. Heu et évidemment, il faudrait un endocrinologue pour, mieux en parler que moi, bien entendu, mais juste quelques notions quand même. Vous avez raison de dire, quand on parle de hormones de stress, il faut faire attention. Bon, effectivement, c'est une hormone qui, parce qu'on dit hormone de stress,
ça peut avoir une connotation négative. On imagine le stress, c'est pas forcément positif, donc hormone de stress, c'est pas forcément positif non plus. En fait, non, bah, évidemment, c'est une hormone qui a une grande utilité, le cortisol. Le cortisol a une utilité par rapport à notre métabolisme, notre consommation d'énergie, etc. Et on sait qu'on a des taux de cortisol très élevés le matin et puis ensuite ça diminue dans le courant de la journée euh, et le soir, au moment du coucher, on a les taux les plus bas. Donc, il y a là, durant la journée, disons, une modification du taux de cortisol. Mais on sait surtout, et c'est là un intérêt de l'étude du cortisol, c'est qu'il y a une montée de cortisol, quel que soit le moment dans la journée, une montée qui peut être inhabituelle de cortisol lorsqu'on est soumis à une situation adverse, une situation, alors voilà, disons le terme, de stress. Une montée de cortisol qui est assez aisée euh, à décrire, à cerner, parce que le cortisol qui est sécrété par les glandes surrénales, sous commande du cerveau, bien entendu, euh, se répand dans tout le corps, dans les liquides, y compris dans la salive. Et alors, on peut aisément récolter de la salive et puis analyser, doser le cortisol, évidemment, avec un décalage. J'entends, on ne peut pas le doser sur le moment, il faut un laboratoire, etc. Bien. Alors, on peut évidemment se rendre compte comment ce cortisol peut évoluer, disons, lorsque une personne est soumise à une situation adverse. Maintenant, euh, il faut évidemment considérer que cette sécrétion de cortisol particulière, lorsqu'il y a une situation adverse, eh bien, elle est adaptative, elle a une fonction positive, bien entendu, de préparer la personne à, par exemple, une dépense importante d'énergie, donc pour pouvoir consommer les sucres, etc. Enfin, et plusieurs autres propriétés sur lesquelles voilà, je pense que je ne peux pas trop m'étendre. Et on peut imaginer donc que la façon dont cette élévation de cortisol dans des moments de stress, eh bien, peut être indicative d'un certain nombre de choses. Et c'était là une des raisons, disons, de notre intérêt pour le cortisol dans les études dont vous parliez tout à l'heure. Donc, je reprendrai ça peut-être après, parce que là, maintenant, vous me questionnez également sur l'ocytocine. Euh, donc, l'ocytocine, euh, de nouveau, oui, on l'a appelé l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour, etc. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a constaté, et ce sont les travaux d'une neuroscientifique américaine, Sue Carter, notamment, qui ont inauguré cette voie-là, c'est-à-dire, on s'est penché sur les implications comportementales de l'ocytocine. Euh, on connaissait l'ocytocine depuis plus longtemps, évidemment. On savait que c'est une hormone qui était présente chez les animaux, en particulier chez les moutons, euh, lors de la mise bas, lors de la lactation, de la lactation, etc. On savait que c'était une hormone qui était qui avait un rapport avec la procréation, disons généralement, et chez l'humain, du reste, l'ocytocine, le terme ocytocine veut dire naissance rapide. Donc, on savait que chez l'humain, c'était une pratique donc dans les services dans les maternités. Donc, on utilise l'ocytocine pour aider au travail lors de l'accouchement. Et donc, une hormone qui est en rapport avec euh, tout ce qui touche, disons, à la reproduction, c'est-à-dire l'accouchement ou la mise bas chez les animaux, l'allaitement. Et alors, ensuite, on s'est intéressé, disons, à des aspects plus comportementaux et on s'est aperçu effectivement que tout ce qui touche à l'intimité, la proximité,
peut parler des rapports sexuels, bien entendu, mais aussi le massage, enfin le contact corps à corps, peau à peau, etc., enfin chez les animaux, mais aussi chez l'humain, eh bien, étaient des occasions, disons, pour notre cerveau de fabriquer de l'ocytocine. Mais on s'est aussi aperçu, et ça, parce qu'on peut synthétiser l'ocytocine, que d'injecter de l'ocytocine, ce qu'on fait chez les animaux, donc chez les moutons, ce qu'on fait, on fait sniffer de l'ocytocine chez les parturientes en maternité, occasionnellement en tout cas, eh bien que l'apport externe d'ocytocine artificielle, si vous voulez, eh bien euh, également déclenchait certains comportements, ou disons certaines sensibilités. On a vu par exemple que de sniffer de l'ocytocine chez les humains, eh bien, permet d'accorder davantage de confiance aux autres, davantage de sensibilité aux expressions émotionnelles, peut renforcer peut-être l'intimité. Ça, on l'a peut-être moins observé. On l'a observé chez les animaux, évidemment, avec Sue Carter a fait ces observations-là. Chez les animaux monogames, eh bien, renforce le lien social entre le lien de couple, disons, dans le couple monogame. Euh, Chez l'humain, on en sait peut-être un peu moins, c'est plus difficile évidemment à expérimenter. Mais voilà, donc une hormone, voilà la raison pour laquelle on a appelé cette hormone l'hormone de l'attachement, de l'amour, etc. Bien, oui, mais comme vous le disiez, enfin, les hormones, c'est toujours un peu compliqué. Alors, effectivement, on s'est aperçu que cette hormone, elle est aussi sécrétée lors de moments de stress, et probablement que ça a une fonction, difficile de savoir laquelle exactement, mais probablement une fonction peut-être d'apaisement peut-être, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, le constat est intéressant. Et donc, vous avez rappelé des études qui ont été faites sur des personnes stressées. On a pu montrer qu'en présence d'une personne rassurante, euh, la personne était capable, la personne stressée, de produire de l'ocytocine. Oui, alors ça ce ne sont pas mes études, ces Non, études c'est les d'un études qui collègue, sont rappelées dans... voilà, ouais, d'un de mes collègues, Marcus Heinrich, avec qui j'ai un peu travaillé du reste, et Marcus Heinrich de Freiburg en Brisgau, qui effectivement a utilisé une situation d'observation que j'ai repris, et on a utilisé avec ma collègue Raphaël Torisi dans nos études, peut-être on en dit un mot après, une situation d'observation un peu particulière, pas très gentille si vous voulez, mais enfin, je vous la décris en deux mots. Euh, on demande à des personnes, évidemment, elles sont consentantes, on leur explique qu'on travaille sur le stress, que c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce qu'on réagit au stress, est-ce qu'on réagit beaucoup, pas beaucoup, etc. Et puis, qu'on va les mettre, si elles sont d'accord, dans une situation stressante. Et les personnes, évidemment, sont. On ne fait ça qu'avec des personnes tout à fait consentantes, bien entendu, et même intéressées la plupart du temps. Et on le verra à la fin. Les personnes, en général, sont très intéressées. Elles disent, ah oui, j'ai réagi comme ceci, comme cela, etc. Enfin bon, voilà. Et alors, la situation, elle est comme ça. On dit à la personne, écoutez, vous allez vous présenter pour un job. Mais c'est un job, évidemment, c'est un jeu de rôle, hein. Vous allez vous présenter pour un job dans la salle ici à côté, et puis vous choisissez le job que vous voulez, hein, un job que vous aimeriez faire, le job que vous faites, n'importe, enfin. Et donc, on vous conduit dans la pièce, et puis dans la pièce en question, eh bien, il y a deux personnes en blouse blanche, très sérieuses, qui ont un visage un peu impassible comme ça, et qui répondent très laconiquement si la personne pose des questions. Enfin bon, bref, c'est un peu stressant, même quand on sait que c'est un jeu. On sait que c'est un jeu, mais et la personne, elle sait qu'elle peut partir si elle en a envie. Enfin, elle peut claquer la porte, on lui, hein,
évidemment, elle a le droit de rompre la situation. Aucune, dans toutes les études qu'on a fait en utilisant cette méthode, eh bien, aucune n'a rompu la situation. Elles sont allées toutes jusqu'au bout. Et alors, c'est quand même stressant, enfin, de se présenter devant même si c'est un jeu, devant des personnes qui ont un visage impassible. Vous savez, l'expérience a été faite avec des bébés, c'est une expérience très connue. Où on demande à la mère de regarder son bébé avec un visage impassible qui ne marque pas d'émotion le plus possible. En tout cas, eh bien, c'est très dérangeant pour le bébé. Eh bien, là, c'est pareil, mais c'est chez les adultes. Et c'est notre système de neuroception qui nous annonce que c'est une forme de danger. Donc, c'est oui, oui, réagit de façon complètement automatique avec notre système ouais. nerveux autonome. Même si on sait, Même si notre on le système sait. nerveux autonome ne le sait pas, puisqu'en fait, Ouais. les structures sous-corticales ne savent pas si c'est un jeu ou pas un jeu. C'est que Voilà, notre cortex qui sait ça. Et donc, effectivement, on réagit comme si on était dans une forme d'adversité. voilà. Et alors, évidemment, je vous parlais du cortisol avant, donc on prélève un peu de salive avant la situation, pendant, après la situation. On demande aux personnes, est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que, enfin, voilà, différentes choses. On peut même poser un cathéter et puis récolter du sang pour faire des analyses, suivant l'étude qu'on fait. Voilà ce genre d'études. Donc, Marcus Heinrich, oui, avait utilisé cette procédure, ils appellent le TSST. Pourquoi TSST? Ça veut dire Trier Social Stress Test. Trier, c'est la ville de Trier en Allemagne, Trèves. Donc, Alors, nous avons une autre vidéo sur cette chaîne YouTube ah avec oui, Catherine oui, Raymond qui a fait des études sur l'impact de situations adverses en fonction de la maturation de l'hippocampe, de l'amygdale et du néocortex préfrontal. Et donc, elle nous a également parlé de ce test. Donc, d'accord, elle a fait les répétitions pour les auditeurs, donc c'est très bien. Et elle ne l'avait pas expliqué, donc c'est très bien que vous ayez expliqué le dispositif expérimental. d'accord. Bon, on demande en plus, oui, de faire du calcul mental à la personne à un moment donné. Enfin bon, voilà, ça rajoute encore un peu de stress. Mais enfin bon, voilà. Et alors, on peut doser évidemment les hormones telles que le cortisol, par exemple, dans cette situation. Avec cet intérêt de savoir est-ce que certaines personnes auraient des augmentations plus fortes que d'autres de ce cortisol qui nous indique, en fait, puisqu'on appelle ça, on l'a rappelé tout à l'heure, entre guillemets, l'hormone de stress, en fait, qui est l'hormone qui, qui, qui nous indique l'activation de l'axe de stress, en fait. C'est ça, cette hormone, en fait, est juste un indicateur d'une hormone de stress. Il y en a d'autres d'hormones de stress, ce n'est pas la seule, euh, mais elle est, comme je vous le disais avant, relativement pratique à étudier, disons, à doser. Alors donc, Marcus Heinrich, oui, je reviens à lui, a fait ses expériences. Donc, voilà, il avait un certain nombre de personnes qui sont passées dans l'expérience. Donc, il avait bien une idée de quel était le profil de l'augmentation en moyenne de l'augmentation de cette hormone de stress, cortisol, dans cette situation. Et puis, la moitié des personnes interrogées, enfin qui passaient dans cette situation, eh bien, on les faisait venir avec un ami ou une amie, enfin un partenaire, disons, qui pouvait je ne me souviens plus exactement, mais qui pouvait être, enfin, qui était à côté, en tout cas, qui accompagnait le sujet de l'étude. Et la présence de la personne, de cette personne, de ce partenaire, atténuait cette courbe de cortisol plutôt que de monter comme ça. Là, elle montait un peu moins. Donc, une activation moindre de cet axe de stress. Donc, l'effet probablement donc de la proximité. Alors, c'est de l'intimité, etc. Et alors, cet effet était renforcé en plus lorsque l'on faisait sniffer à la personne de l'ocytocine avant la situation. Donc, ocytocine plus proximité du partenaire, de la partenaire,
eh bien, voilà, ça permettait de réduire l'activité de l'axe de stress dans une situation adverse, comme ce fameux TSST. Alors, pardon, l'hypothèse évidemment qui en découle, c'est que euh, puisque l'apport externe d'ocytocine réduit encore hein, euh, l'effet du stress sur l'axe de stress, eh bien, ça permet de faire cette hypothèse que la proximité d'un autre, d'un partenaire, d'une personne proche, euh, probablement par son effet ocytocinergique, si vous voulez, c'est-à-dire hein, la proximité qui permet au cerveau de fabriquer de l'ocytocine, plus encore cet apport extérieur d'ocytocine, eh bien tout ça ferait que la personne se sent moins, enfin voilà, en tout cas son corps serait moins stressé, disons, dans cette situation. Donc la proximité de l'autre, grâce, hein, par l'intermédiaire d'une sécrétion d'ocytocine, ferait que le stress serait moins fortement vécu par le corps, en tout cas. Maintenant, par le stress subjectif, ça c'est autre chose. Hein. Comment la personne se sent subjectivement stressée, c'est pas forcément corrélé. Hein. Donc, vous pouvez être dans une situation adverse, vous pouvez être chez le dentiste et puis avoir hein, une appréhension des soins qui vont vous être prodigués et puis avoir l'impression d'être très stressé et peut-être vous ne l'êtes pas tellement dans votre corps ou l'inverse. Vous pouvez être dans une situation relativement bénigne et votre corps fabriquera beaucoup de cortisol parce que l'axe de stress est fortement activé. Il n'y a pas une corrélation. Il y a évidemment une certaine corrélation, bien entendu, mais la corrélation n'est pas parfaite, loin de là, entre le stress subjectif, comment je me sens stressé, et puis comment le corps, lui, parle de stress. Hein. Voilà. Et votre recherche, qui est absolument passionnante, va encore un cran plus loin, donc celle que vous avez menée avec Raphaël Torrisi, c'est que même sans la présence d'une personne apaisante et qui pourrait nous réguler émotionnellement, on produit de l'ocytocine. Alors, je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Expliquez-nous cette belle recherche. Oui, alors là, écoutez, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de Marcus Heinrich, donc j'étais en contact avec lui, et puis j'avais décidé, du reste avec son appui, disons, d'effectuer une étude en utilisant ce fameux TSST, ce test de Trier. Hein. Alors, chez des personnes particulières, des personnes qui avaient en tout cas à ce qu'elle disait, subi un traumatisme dans leur enfance. Donc des personnes adultes, jeunes adultes généralement, mais qui s'annonçaient comme ayant subi un traumatisme. Et en l'occurrence, on a travaillé sur deux sortes de traumatismes. Enfin, on a travaillé avec des femmes qui avaient vécu un abus sexuel durant l'enfance ou l'adolescence. Et puis, on a fait une deuxième version de l'étude avec des jeunes adultes qui avaient eu une leucémie durant leur enfance, donc quelque chose de potentiellement traumatisant également, une maladie grave de l'enfance. Mais parlons plutôt de la première version de l'étude avec des femmes qui avaient subi donc un abus sexuel. Et alors, ça a son importance parce que Marcus Heinrich, qui est un spécialiste de l'ocytocine, avait essayé de voir s'il y aurait peut-être quelque chose au niveau de l'ocytocine qui se passait dans cette fameuse situation de stress trière, cette situation que j'ai décrite tout à l'heure. Euh, il n'avait rien trouvé. Il n'avait rien trouvé, mais son étude avait été réalisée avec, sauf erreur, des étudiants, enfin des personnes qui n'avaient pas une histoire particulière. Et il m'a proposé, Marcus Heinrich,
comme je démarrais cette étude et que nous avions décidé de poser un cathéter aux personnes qui passaient, aux patientes, enfin aux sujets qui passaient cette étude, pour récolter donc des échantillons sanguins, il m'avait dit, écoute, essaye de voir l'ocytocine, on ne sait jamais. Hein. Et puis, eh bien, c'est un peu par hasard, je suis tombé effectivement sur ce résultat étonnant, enfin, donc, euh, d'un accroissement des taux d'ocytocine sous stress. Donc, ces personnes qui passaient cette situation dont on voyait, on leur demandait est-ce que vous êtes stressé ou pas, etc. Donc, elles disaient être stressées dans cette situation, comme on s'y attendait, comme n'importe quelle autre personne passant cette situation. Et on voyait chez elles une augmentation des taux d'ocytocine. Alors, c'était intéressant parce que c'est quelque chose qui était connu chez les rats. Euh, euh, une neuroscientifique américaine, Shelley Taylor, avait décrit déjà en 2000, avait écrit un article intéressant qu'elle avait appelé Ten and Befriend. Euh, alors, vous savez que son idée est la suivante, c'est que on connaît, enfin les biologistes ou les éthologues utilisent ce terme fight or flight, c'est combat ou fuit. Hein, on dit voilà, c'est deux réactions particulières. Enfin, dans le monde animal, combat ou fuit, dans les situations de prédation, les situations très adverses. Et puis ensuite, on a rajouté encore un troisième F, c'est freeze, c'est-à-dire combat, fuit ou gel, enfin gel, c'est-à-dire fait le mort. Hein. C'est Effectivement. voilà, trois façons, disons, de répondre à une adversité extrême. Euh, Shelley Taylor, cette neuroscientifique américaine, elle dit en 2000, elle dit, mais écoutez, ça, c'est intéressant pour les mâles, mais pas pour les femelles. Dans la nature, les femelles combat, fuit, freeze, non, ça va pas. Surtout les femelles qui sont portantes, celles qui sont peut-être en charge de jeunes, etc. Non, ça va pas. Et alors, elle fait toute une revue de l'éthologie, de tout un travail, disons, très, très, très fouillé sur le plan comportemental, sur le plan, enfin, sur différents plans. Et puis, elle en arrive à anthropologique un peu aussi, enfin bon, et elle en arrive à cette conclusion que les femelles, voire les femmes chez les humains, eh bien, dans des situations adverses extrêmes, elles auraient un autre comportement, c'est celui d'un renforcement de la cohésion sociale. Elle a utilisé ce terme ten and befriend, que je ne saurais pas traduire en français, mais qui voudrait dire en gros assure les liens, quelque chose dans le genre. Et alors c'est intéressant parce que ce qu'elle dit, elle dit, voilà, on a des arguments chez les rongeurs pour cette histoire-là. Les mâles sous stress fabriquent, enfin les mâles et les femelles sous stress, les rongeurs, donc les rats, fabriquent de l'ocytocine. Donc elle avait, voilà, c'était déjà connu, c'est pas elle qui l'avait trouvé, c'est quelqu'un d'autre, mais enfin c'était déjà connu en 2000 chez les rongeurs. Que ces mammifères fabriquent de l'ocytocine sous stress. Le problème, c'est que chez les mâles, enfin, mettons, oui, chez les mâles, les récepteurs dans le cerveau, les récepteurs à l'ocytocine, donc qui, lorsqu'ils sont activés, permettraient de faire éclore des comportements du genre de ceux qui ont été beaucoup décrits maintenant depuis Sue Carter, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des comportements de renforcement du lien social, disons, en gros. Eh bien, ces récepteurs à l'ocytocine chez les mâles sont occupés en fait par la testostérone. C'est-à-dire que les mâles fabriquent beaucoup de testostérone en même temps dans des situations adverses, et la testostérone va occuper les récepteurs à l'ocytocine et empêcher l'ocytocine de produire son effet comportemental, si on veut. Alors que chez les femelles, où il y a beaucoup moins de sécrétion de testostérone, eh bien, ces récepteurs seraient disponibles à recevoir cette ocytocine sécrétée sous stress et de là avoir un effet comportemental.
de resserrement des liens sociaux, etc. Voilà l'hypothèse de Shelley-Taylor en 2000. Et puis, personne n'avait réussi à montrer que chez l'humain, c'était pareil que chez les rats. Et voilà, le hasard a fait que grâce à Marcus Heinrich, grâce à Raffaella Torisi et l'étude que nous avions fait à Lausanne, et un peu par hasard, donc nous sommes tombés sur cette histoire-là, c'est-à-dire effectivement chez l'humain, une sécrétion d'ocytocine sous stress. Pourquoi Marcus Heinrich ne l'avait pas trouvé? C'est probablement parce que les sujets de son étude, donc je pense des étudiants, je ne me souviens plus exactement, étaient différents des sujets de notre étude. Peut-être que des personnes ayant subi des traumatismes dans l'enfance, des personnes qui ont déjà vécu des situations adverses importantes, sont davantage sensibilisées. Hein, leur système est peut-être davantage sensibilisé, et c'est ce qui a permis que nous puissions repérer cette histoire-là chez l'humain, parce qu'il s'agissait de personnes un peu particulières, donc qui avaient déjà vécu de stress, et peut-être que chez les personnes ordinaires, euh, cette histoire-là peut-être fonctionne aussi, mais peut-être est plus ténue et moins visible. Je ne sais pas exactement, ça c'est peut-être d'autres recherches qui pourront nous le démontrer. Voilà un peu cette histoire-là. Mais votre recherche montre aussi qu'en fonction du type d'attachement vécu dans Oui, l'enfance, que la production d'ocytocine n'est pas la même que chez oui, les oui. personnes qui ont un attachement qui n'est pas sécure. Oui, exactement. Donc, aussi, ces personnes qui sont passées dans notre étude, eh bien, on leur demandait, on avait un entretien avec elles, un entretien, ce qu'on appelle un entretien d'attachement adulte. C'est quelque chose qui est assez structuré, protocolé, etc. Enfin bon, quelque chose d'assez sérieux, disons. Hein, mais c'est un entretien qui n'est lui-même qui n'est pas extraordinaire. Enfin, on parle de la jeunesse de la personne, de ses souvenirs, etc. Enfin bon, euh, mais ensuite c'est la cotation. Enfin, c'est ce qu'on en fait après qui est voilà, qui demande beaucoup de formation, etc. Donc on a fait ça très très sérieusement et qui permet d'aboutir à ces fameuses catégories d'attachement dont on parle beaucoup, c'est sécure, insécure, etc. Enfin bon. Euh, et bien ces personnes donc se sont pliées à cet entretien, on a analysé ces données, etc. On les a mises en rapport avec justement cette sécrétion d'ocytocine. Et ce qu'on a constaté, eh bien, c'est que les personnes plutôt sécures, c'est-à-dire les personnes qui, euh, en deux mots, hein, personnes sécures, pardon, personnes adultes sécures, eh bien, ce sont des personnes qui ont un souvenir, disons, assez clair de leur enfance, qui peuvent faire un bilan raisonné, je dirais, de leur enfance, qui n'a pas forcément été extraordinaire, j'entends paisible, etc. Ça peut avoir été une enfance difficile, éventuellement, mais qui, en tant qu'adultes, ont pris ce recul suffisant pour pouvoir avoir une sorte de bilan raisonné de leur enfance, c'est-à-dire pouvoir dire, ah oui, je me souviens, mais je comprends pourquoi mes parents ont été à certains moments plutôt rejetants à mon égard, ou je ne sais pas quoi, enfin des choses dans le genre, c'est-à-dire pouvoir, avec un certain apaisement émotionnel aujourd'hui, en tant qu'adulte, pouvoir parler de leur enfance, de leurs émotions dans l'enfance, leurs souvenirs de séparation, des choses dans le genre, etc. Enfin bon, voilà, en gros. Hein. Euh, eh bien, ces personnes-là, sécures, dans cette fameuse situation TSST, eh bien, fabriquent davantage d'ocytocine que les autres, que les personnes moins sécures. Et alors, si vous voulez, j'en suis arrivé un peu à cette boutade pratiquement, enfin, de dire que euh, eh bien, des personnes sécures, c'est-à-dire qui sont apaisées émotionnellement, qui ont parlé auparavant de régulation émotionnelle, qui ont cette capacité importante de régulation émotionnelle, eh bien, dans une situation adverse où elle se trouve seule, hein, comme dans le TSST, la personne est seule face à ces deux
ces deux protagonistes-là qui tirent la gueule, on pourrait dire. Hein. Mais elle est seule, c'est pas comme dans l'étude de Marcus Heinrich, elle est seule. Eh bien, son corps fait comme si elle n'était pas seule. Hein. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est un peu une boutade parce que je n'ai pas la preuve de ça, mais c'est un peu comme si vous voulez. Hein. Un peu comme si. Alors, peut-être que et ça rejoint un petit peu ce que disait John Bowlby, donc le fondateur de la théorie de l'attachement, qui disait, eh bien, dans l'enfance, on se construit une sorte de schéma de qui je suis pour les autres, qu'est-ce que sont les autres pour moi, etc., au fil des rencontres, au fil des expériences sociales, etc. Et ce schéma de soi avec les autres va subsister tout au long de la vie. Ça va nous conduire, même en tant qu'adultes, dans nos relations sociales. Qu'est-ce qu'on attend des autres? Qu'est-ce que les autres attendent de moi, etc. Euh, eh bien, l'idée de ce que je viens de raconter, donc c'est le fait que le corps se comporte comme si l'autre était présent alors que je suis seul face au stress, eh bien, c'est peut-être une manifestation de ce. Alors, Bowlby appelait ça un modèle interne opérant, peu importe les termes, enfin, une sorte de représentation de schéma dans la tête, de moi par rapport aux autres, etc. Eh bien, peut-être que effectivement, les personnes sécures ont ce schéma dans leur tête des autres qui sont euh, un peu la part des autres dans nous-mêmes, si vous voulez. Hein. Et alors, face au stress, eh bien, la personne sécure peut, en quelque sorte, activer dans sa tête la présence de l'autre qui n'est en fait que virtuelle, qui n'est pas là réellement. Voilà, juste une boutade ou une hypothèse, enfin bon, mais qui rejoindrait tout à fait la théorie de Bowlby, la théorie de l'attachement. Et donc, les personnes qui sont en mesure de faire un bilan raisonné à l'âge adulte, c'est les personnes qui sont dans l'enfance les plus susceptibles d'avoir quand même connu, ou du moins à un moment, un attachement sécure. Alors, c'est ce qu'on peut supposer, mais la réalité, pardon, la réalité ne suit pas forcément nos hypothèses et nos attentes, c'est-à-dire que il y a eu de nombreuses études. Alors, les premières qui ont été faites, elles semblaient confirmer ça. C'est l'hypothèse la plus simple qu'on puisse faire. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'études qui se sont penchées sur cette histoire-là, qui ont étudié des individus qu'on connaissait depuis l'enfance et qui étaient maintenant adultes. Et puis finalement, ça marche pas si bien que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément un, un lien direct comme ça entre la sécurité dans l'enfance et la sécurité à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que, eh bien, je dirais heureusement, heureusement, surtout quand on pense non pas aux sécures, mais plutôt aux insécures. Donc, il y a des possibilités de réparation en quelque sorte. Il y a des rencontres. Hein. Il n'y a pas que les parents. C'est quand on étudie l'attachement chez le très jeune enfant, chez le bébé, la plupart du temps, la plupart des études s'intéressent à la relation mère-enfant. Hein. Malheureusement, bon, j'entends parce que, surtout aujourd'hui, enfin, le jeune enfant, le bébé, le très jeune enfant n'a de loin pas que sa mère comme univers. Enfin, en France, surtout, les enfants vont très jeunes à la crèche, à l'école, etc. Euh, et puis, il y a évidemment le père, il y a les grands-parents, il y a, enfin bon, voilà, il y a certainement beaucoup de monde qui gravite autour des enfants, modernes en tout cas. Euh, donc, il y a d'autres rencontres. Il n'y a pas que la mère, il y a d'autres rencontres. Et comme je vous le disais, la plupart de ces études ont été faites en prenant en considération la qualité de la relation mère-bébé. Il peut y avoir évidemment des possibilités de rattrapage. Enfin, l'enfant, on pourrait dire le bébé choisit un peu sa niche écologique, c'est-à-dire que si le jeune enfant n'a pas la chance d'avoir une relation sécurisante, apaisante, etc., avec sa mère, pour différentes raisons qui peuvent tenir
à l'environnement, à la personne elle-même, la mère elle-même, etc., enfin, qui peut avoir des préoccupations, enfin, toutes sortes de choses. Eh bien, le bébé, s'il a la chance d'avoir un réseau social déjà relativement étendu, c'est-à-dire peut-être il va à la crèche, peut-être son père prend en charge aussi l'enfant parfois, ou beaucoup, peut-être les grands-parents, etc., eh bien, peut-être qu'il va se chercher une niche écologique, si vous voulez, plus sécurisante, et qu'il va pouvoir faire des expériences de sécurité avec d'autres personnes que sa mère, même si ce serait évidemment idéal qu'il puisse les faire aussi, en tout cas avec sa mère. Euh, donc il y a ces possibilités, c'est sans doute, et puis ensuite il y a d'autres rencontres plus tard dans la vie, hein, durant l'enfance, durant l'adolescence, bien entendu. Et alors, je dirais, bien heureusement, on n'a pas une ligne aussi simple, disons, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, qui serait une sorte de prédiction, hein, où on pourrait prédire qu'est-ce que va devenir un adulte à partir de sa petite enfance. Et ça, je crois qu'on en est bien conscient aujourd'hui et que c'est heureux que ce soit comme ça. Oui, c'est vrai que quand on entend le discours par rapport aux attachements, au type d'attachement, même dans la bouche, des psychologues, c'est comme s'il y avait une détermination et ce que j'aime beaucoup moi dans vos livres, c'est cette nuance que vous apportez, que finalement tout n'est pas à jouer et que les choses, peuvent évoluer, si elles sont si elles ont mal démarré et que même si elles démarrent mal, qu'il y a parfois effectivement d'autres possibilités d'attachement et de régulation émotionnelle, que la mère ou que les parents. Oui, oui, c'est intéressant que cette théorie ait eu beaucoup de succès. Effectivement, elle intéresse beaucoup de gens, etc. Et c'est tant mieux. Mais effectivement, il faut se méfier Les de simplifications, des simplifications d'une causalité simple, etc. Et il y a, je pense, même chez les professionnels, cette tendance à vouloir catégoriser un enfant en disant cet enfant est sécure, cet enfant n'est pas sécure, etc. Effectivement, je pense qu'il faut faire attention. C'est parce que déjà, cette notion même de sécurité, euh, elle se rapportait dans son essence, en tout cas, plutôt à une relation qu'à une caractéristique de l'individu. C'est-à-dire, on pourrait dire, euh, dans les premières études qui ont été faites, en tout cas, ce qu'on a étudié, c'est la qualité de la relation mère-enfant. Hein, je vous dis, c'était beaucoup avec les mères. Bon, ok. Euh, mais ce qui ressort de la fameuse situation étrange, donc où on étudiait chez l'enfant, le très jeune enfant âgé d'un an à peu près, la qualité de l'attachement, en fait, on n'étudie pas vraiment dans cette situation d'observation du très jeune enfant, on n'étudie pas une caractéristique de l'enfant, on étudie en fait, on approche une caractéristique de la relation, la qualité de la relation mère-enfant. Et alors, effectivement, peut-être, là, je vous parlais tout à l'heure d'adultes sécures, etc. Alors, peut-être qu'ensuite, et c'est cette idée même de modèle interne opérant de Bowlby dont je vous avais parlé tout à l'heure, les choses on pourrait dire entre guillemets, se cristallisent, hein, dans la tête de la personne progressivement. Et ce qui était qualité de relation, d'une relation ou de plusieurs relations dans la petite enfance, va former dans la tête de la personne, et devenue adulte surtout, une sorte de schéma, comme je disais avant, un modèle interne opérant, donc une sorte de schéma de représentation de qui je suis pour les autres, qu'est-ce que les autres sont pour moi, etc. Donc là, à ce moment-là, chez l'adulte, chez déjà probablement l'adolescent, peut-être même l'enfant plus âgé, euh, eh bien, on a là quelque chose qui devient une, une sorte d'aspect de la personnalité. Hein, j'entends. Euh, il y a toujours les relations qui sont très particulières, évidemment, mais l'individu, disons, dans sa tête, a probablement une sorte de système d'attente, etc. Donc, on pourrait parler à ce moment-là pratiquement de personnalité, oui, d'aspect de la personnalité.
Mais c'est vrai que quand on sait que bon, l'amygdale, n'est mature que vers l'âge de 20 ans et le néocortex préfrontal vers 25 ans, on se dit que de toute façon, tant que le cerveau, est en construction, beaucoup de choses sont encore jouables et réparables, hein. C'est vrai qu'après ça, il y a évidemment les structures du cerveau qui sont arrivées à maturité, c'est une chose et puis il y a les expériences de vie qui vont faire aussi qu'on va être conforté, qu'on va finalement, comme vous dites, cristalliser, un modèle et que ça devient effectivement à ce moment-là quelque chose de beaucoup plus stable, sur la durée de vie. Oui, plus stable. Ce qu'on a pu constater, beaucoup de chercheurs l'ont constaté, c'est que ce modèle est plus stable. Je pense que c'est effectivement le terme qu'il faut utiliser, mais c'est plus stable, mais chez certaines personnes plus rigide. C'est bien de faire la différence. Et notamment chez les personnes insécures, ce système serait devenu plus rigide. Donc moins capable de modification en fonction des nouveautés, des nouvelles expériences, etc. Alors que chez les personnes sécures, il y aurait davantage de mobilité Oui, mentale et socio-émotionnelle, etc. Voilà une chose intéressante aussi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces modèles internes, enfin ces schémas internes, si vous voulez, évoluent quand même aussi au cours de la vie. Et par exemple, maintenant, on a passablement d'études chez les personnes âgées qui montrent que chez les personnes âgées, il y a tout d'un coup, en moyenne, un accroissement, disons, euh, de, de cet aspect évitant évitant, c'est-à-dire une sorte de détachement des relations, de détachement des objets, de détachement. Donc on parle d'attachement, mais on parle aussi de détachement là. oui, Un les détachement catéchis. qui se comprend un peu adaptativement, j'entends, c'est un peu dans la nature des choses, je dirais. Détachement qui intervient avec l'âge, mais une question intéressante, c'est de se demander est-ce que c'est une preuve d'insécurité? C'est-à-dire, est-ce que les personnes âgées sont plus insécures que des personnes dans la fleur de l'âge? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, quand on utilise je parlais de cet entretien d'attachement avant, qui va catégoriser les personnes sécures, insécures, évitantes, etc. Donc, schématiquement, si vous faites cet entretien chez des personnes dans la fleur de l'âge, ensuite chez des personnes âgées, vous allez voir que les personnes âgées sont statistiquement davantage évitantes. Hein, donc, l'évitement, c'est insécure. Alors, mais la question, elle se pose, enfin moi je la pose en tout cas, est-ce que cet évitement est insécure? Je ne suis pas très sûr, et c'est ça qui est intéressant. Il y a un auteur, un écrivain suisse, mais qui publie évidemment beaucoup en France, vraiment, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Jacques Chessé. Il, il a beaucoup parlé de ça et il avait un terme pour ça, il parlait du désencombrement. J'aime beaucoup ce terme. Et vers la fin de sa vie, enfin, il parlait de son désencombrement, se désencombrer. Euh, Devenir peut-être plus sélectif, plus, plus exigeant aussi en même temps, mais en même temps se désencombrer, si vous voulez, de beaucoup de choses, de beaucoup de poids de la vie et des choses inutiles, des choses moins importantes en tout cas. Voilà, donc pour moi, évitant peut-être, insécure, non, je ne suis pas persuadé. Et cette question-là, elle est intéressante, enfin moi, elle m'intéresse beaucoup culturellement, parce qu'on sait que dans certaines cultures, eh bien, les individus sont davantage orientés vers des valeurs qu'on pourrait appeler individualistes, et puis dans d'autres plutôt collectivistes, hein, schématiquement. Euh, et puis, si on fait des interviews, des situations étranges, s'il s'agit de bébés, on peut constater que dans certaines cultures, eh bien, il y a plutôt beaucoup d'évitants ou plutôt beaucoup de l'autre catégorie qui est la préoccupation, pardon, ou l'anxiété, préoccupation, etc. Euh,
Et la question que je pose, c'est est-ce que ces catégories qui ont cette connotation négative d'insécure, est-ce qu'elles sont vraiment insécures? Et là, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a beaucoup à faire encore au niveau de l'exploration des particularités culturelles de l'attachement, particularités dans l'âge, particularités dans la culture, et puis je pense aussi particularités dans le sexe ou dans le genre. Euh, Toutes choses qui, à mon avis, ont été sous-explorées. Je pense que là, il y aura encore des efforts à faire. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça avec vous sur cette chaîne. J'ai déjà pris des notes sur les peut-être de futurs épisodes que nous pourrions faire ensemble. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour clôturer euh, cet entretien? Eh bien, je dirais que Euh, en deux mots, oui, bah, je pense qu'on vit dans un monde très industriel. Ça rejoint les dernières choses que j'ai dit, dans un monde, disons, très marqué par des aspects individualistes, des aspects de réussite, d'exigence sur le plan professionnel, sur le plan, mais aussi sur le plan relationnel, etc. Une société, disons, euh, de la compétition, de l'excellence, à être le meilleur, etc. Et je pense que ce que nous apprend l'attachement, c'est que, le, le, comme disait Eric Emmanuel Schmitt, la part de l'autre chez soi, hein, la part de l'autre disait la part de l'autre dans la constitution de son destin, est importante, hein, la part de l'autre. Et je pense que la théorie de l'attachement nous montre ça, en fait, l'importance de l'autre, l'importance de la part de l'autre, l'importance de la sollicitude, l'importance du soin de recevoir, mais de donner aussi des sous. Voilà, toute chose qui me semble importante à remettre en valeur dans une société qui est, à mon avis, trop basée sur des valeurs peut-être trop masculines, je ne sais pas, enfin, qui sont la compétition, la satisfaction de soi, etc. Enfin, des choses qui sont, voilà, qui, je pense, disons, peuvent être remises en tout cas en cause, en discussion. Je suis entièrement d'accord, ça me parle complètement ce que vous venez de dire. Eh bien, Monsieur Perimbert, un tout grand merci. Bien. Merci à vous, merci de votre accueil. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à la commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt.